Merci, c'est tout. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là ce soir, merci de m'avoir invité. Je suis persuadé que je vais mourir, pour le coup là j'en suis assez certain. Peut-être que vous aussi, j'imagine. Par contre je ne sais pas quand, et ça c'est quand même assez chouette. Il y a une petite part d'imprévu et d'incertain. Je suis hyper amoureux aujourd'hui de ma copine, qui s'appelle Clara, voilà. On vit une vie hyper heureuse. Je pense qu'elle l'est aussi, mais combien de temps ça va durer ? En réalité, j'en sais rien aussi. J'entreprends dans ma vie de tous les jours. J'ai créé ma société il y a 3 ans à la sortie de mes études. Je suis hyper heureux de ma vie. Est-ce que ça va durer ? J'en sais rien non plus. Par contre, la chose dont je suis sûr, c'est que j'ai pris des décisions, en tout cas jusqu'ici, qui m'ont mené vers ce chemin-là. Donc ce que je vais vous partager ce soir et la vision que j'ai moi d'incertitude, c'est ce chemin-là qui est traversé et l'acceptation du présent. Globalement, je ne suis pas pessimiste, je suis plutôt optimiste. Et le fait de me poser assez peu de questions sur le futur, je pense que ça me le rend encore plus. J'ai pas toujours été comme ça, je vous assure. J'ai plutôt été baigné dans un environnement de certitude. On m'a toujours dit quand j'étais petit, alors j'étais mauvais à l'école, j'étais en bac STG, bac technologique. J'ai fait un BTS, après derrière j'ai dérivé sur une licence. Après ma licence, je suis parti en voyage au Canada avec un de mes meilleurs amis, Tom. On était assez proches. On était bien amis pendant une dizaine d'années. Et en partant au Canada, on s'est dit chouette, on va pouvoir vivre la grande vie, se lancer enfin dans l'incertitude. Nous qui avons étudié jusqu'ici dans un cadre assez formel, on se destinait plutôt vers des métiers liés au business, avec éventuellement un schéma parental qu'on pouvait répliquer. Donc quelque chose d'assez linéaire. Honnêtement, c'était pas hyper excitant. Donc en partant dans cette grande aventure, on s'est dit, ça va être incroyable. On y va, on part pour 6 mois, et on revient au bout d'un mois. On n'avait plus de sous, on avait oublié de regarder un truc. Au Canada, il y a quelque chose qui s'appelle le permis vacances-travail. Et en fait, il fallait avoir un permis vacances-travail. Sinon, on est clairement des clandestins, et si on cherche du job, on n'est pas du tout accepté, parce qu'il y a une grosse prise de risque de la part des employeurs. Donc on revient ici, et par chance ou par malchance, je me fais les croisés. Genoux, super, une vie plutôt cool jusqu'ici, un joli échec. Je pars à l'hôpital, rééducation pendant 3 mois. Un peu au bout du rouleau, je me dis tiens, il y a un événement qui a l'air plutôt sympa, ça s'appelle un Startup Weekend. À l'époque, je ne sais pas si ça vous parle, un Startup Weekend, c'est 48 heures pour créer une entreprise avec un groupe de personnes. Pour le coup, plutôt des profils entrepreneurs. Moi, j'avais une 20aine d'années à ce moment-là, le genou dans le plâtre, et je me dis tiens, j'ai rien à foutre ce week-end, ça va être cool. Je vais essayer de me confronter à cette population-là, qui me semble un petit peu bizarre, honnêtement, c'était des ovnis au démarrage. Moi qui avais, a priori, une vision assez claire de là où j'allais me confronter à ce sujet-là. Et en arrivant dans ce lieu-là, Startup Weekend, à l'école 42, je me souviens bien, à Paris, un dynamisme incroyable, transcendant, avec du recul. On voit des porteurs de projets, des gens qui se confrontent à des réalités, qui vont tester des choses, qui vont aller améliorer leurs produits avec des personnes qui vont interroger, et leur produit va évoluer. Il y a des business plans, on en parlera aussi un petit peu au fil de la conférence. Le business plan, au démarrage, selon moi, ne sert à rien, littéralement, parce que c'est le produit qui est guidé par l'usager, et on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Alors, c'est rassurant de faire des projections et des prévisions, certes, mais finalement, au démarrage, l'avenir est tellement incertain qu'il faut le confronter. Et on va venir sur la co-création après. J'arrête ici et je me dis, tiens, avec cette expérience de micro-entrepreneur, micro-startupper, le temps d'un week-end, j'ai envie de faire quelque chose de plus grand. Alors je décide petit à petit de prendre ma vie en main, et de raconter cette histoire et de m'inscrire à des concours d'école de commerce. Je réussis, et j'entre à l'EM Lyon par réussite, à Centrale Lyon aussi avec un programme qui était co-dirigé à l'époque, qui s'appelait IDEA. Et j'ai la chance du coup de vous côtoyer, de côtoyer cet environnement de gens talentueux, de gens ingénieux, avec cette idée en tête, toujours d'entreprendre et de créer cet incertain. Alors c'est plutôt incertain de se dire que, effectivement, dans des bacs plutôt technologiques, à la fin on arrive sur des écoles prestigieuses comme la vôtre, et j'en suis plutôt fier, et ça a guidé ma vie. Donc jusqu'ici, à la fin des études, j'ai démarré un stage chez Groupama. Vous connaissez peut-être Groupama, une vieille dame qui marche aujourd'hui avec une canne. Groupama, on voit quelqu'un avec du blé, des agriculteurs, ça fait peur, un assureur mutualiste. Je démarre un stage chez Groupama en innovation avec une feuille blanche. J'ai complètement les chocottes, je ne vous cache pas. Une feuille blanche,
L'objectif, c'était de créer un nouveau produit ou un nouveau service. On démarre avec ça en tête. Et je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je pars en immersion à l'époque, janvier 2019, vous vous souvenez peut-être, il y avait une révolte avec des personnes avec des gilets jaunes dans la rue. Je pars en immersion sur des ronds-points, dans des manifestations, pour aller interroger les gens, les interviewer, avec une casquette d'étudiant en sociologie, parce que étudiant en école de commerce, ça passait pas. Donc je prends des retours, des feedbacks, et petit à petit, j'essaie de construire mon histoire, de construire un produit, un outil qui servirait à des gens demain, pas forcément à cette cible, pas forcément à cette population, qui était plutôt un prétexte social pour aller s'immerger, mais peut-être à des gens, ou à des communautés de personnes demain qui pourraient éventuellement en définir un usage pertinent. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Fredo. Fredo, c'est un service de vélo partage permis à l'aide de cadenas connectés. Pour la petite histoire, donc on fait du Vélov, l'équivalent du Vélov pour des plus petites villes. Vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec les gilets jaunes? Ce n'est pas le thème de la conférence. Mais simplement pour vous dire que le projet a tellement muté qu'on est arrivé aujourd'hui sur quelque chose de concret, de tangible, dans lequel il y a des gens qui sont fédérés, il y a des financiers qui ont investi et il y a des gens qui évoluent avec nous au quotidien. Donc c'est passionnant. Face à l'incertitude, je retiens 3 choses depuis que j'étais chez Groupama. La première chose, c'est la co-création. Vous en parlez un petit peu en teasing. J'aurais jamais pu faire ce projet-là, évidemment, si on n'avait pas fédéré les personnes autour de nous. Les personnes, c'est des gens qui croient au projet, qui se disent à un moment, on va investir, on va mettre des ressources humaines, et potentiellement, on va aussi vous accompagner à la création de ce projet. Et tout ça, ça fait en sorte que le projet est muté et qu'il rencontre son public. Un des co-créateurs également d'un projet, j'en parlais, c'est le client, nécessairement. Quand on va voir une personne, au démarrage, j'avais un cadenas en carton, littéralement. Et je leur disais, voilà, je vous donne le cadenas dans les mains, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi pourquoi il est utile ou pourquoi il ne l'est pas. Et quel usage vous imaginez autour de ça. C'est ces personnes-là qui m'ont dit quoi faire. Et ce n'est pas l'inverse. On descend un petit peu d'un étage et on se rend compte que finalement, quand le client ou le prospect parle, il y a énormément de valeur à en tirer. Je vous parlais de 3 sujets, donc là c'est le premier, la co-création. Le deuxième, c'est faire et pas parfaire. L'adage que je vous ai trouvé pour vous ce soir, c'est cadeau. L'objectif, c'est de se lancer nécessairement, et c'est de se dire qu'il y a énormément de valeur à créer dans quelque chose auquel on croit nécessairement, mais il faut être en mouvement, être en dynamique. Sinon, c'est très compliqué de s'en sortir. Et en fait, on construit de la confiance. On construit de la confiance en soi. Aller dans l'incertitude, quand on navigue, nécessairement, à partir du moment où on a réussi à faire quelque chose, on est en capacité d'en témoigner. Et le faire et pas parfaire, pour moi, il est primordial. Et enfin, le troisième sujet, pour moi, qui me semblait intéressant à vous communiquer aujourd'hui, c'était ce que j'avais dans mon frigo. C'est tiré d'une belle entrepreneuse américaine, Sarah Sarasvati, pour aller voir, qui a théorisé l'effectuation. Mais je trouve ce concept assez passionnant, de se dire qu'avec ce qu'on a dans notre frigo au quotidien, on est en capacité de produire et créer des projets. Globalement, elle l'image d'une façon assez simple. Si on fait un repas, tous ensemble, j'ai 2 choix et 2 logiques. Une logique causale, une logique effectuelle. La logique causale voudrait que moi, j'investisse, si là on est tous ensemble, 10 000 € dans un repas, parce que je vous aime bien, je vous invite. Et finalement, j'aurais dépensé énormément d'argent, et il y a sûrement plein de personnes d'entre vous qui auraient détesté l'entrée, d'autres qui auraient détesté le plat, et d'autres le dessert. Et ça ne me va pas. La logique effectuelle, elle veut que chacun d'entre vous ramène un plat, une entrée, un dessert, et tous ensemble, on se mette autour de la table. Ce qui est intéressant là-dedans, dans ce concept-là, c'est que chacun y a mis du sien, nécessairement. Et du coup, on est amoureux du projet, tous ensemble. Et je ne suis pas seul à être amoureux de mon plat, de mon entrée, de mon dessert. Et en plus, vous ne pourrez pas critiquer, parce que nécessairement, vous y avez contribué et vous y avez participé. Donc, c'est bon. Enfin, ce que je voulais vous partager aujourd'hui également et vous projeter, c'était la capacité, je pense, en tant qu'entrepreneur, nous, de pouvoir pas se projeter, mais de créer, entre guillemets, le futur. Je disais en introduction, l'enjeu pour nous, c'est pas forcément d'imaginer la suite ou d'imaginer les enjeux, c'est d'être suffisamment éveillé pour capter les signaux faibles et se dire qu'il y a des opportunités à créer dans ces différents marchés, dans ces différents sujets. Alors comment on peut l'illustrer d'une façon assez pragmatique et d'une façon assez simple? Si on m'avait dit, demain, effectivement, le futur de la mobilité partagée, par exemple, ce serait des véhicules autonomes qui rouleraient seuls, par exemple, sur la route, et dans lesquels chaque personne pourrait emprunter d'une façon individuelle ou collective partagée, peu importe.
je peux avoir une belle vision du futur, pardon, à la Retour vers le futur avec Marty McFly qui voit des voitures volantes. Sauf que l'enjeu, aujourd'hui, moi, j'ai pas de moyens nécessaires pour pouvoir financer ce type d'activité. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis avec ce que j'ai sous la main. Aujourd'hui, ce que j'ai sous la main, donc, c'est des collaborateurs, des produits, un financier, donc Groupama, un financeur, qui va me permettre de pouvoir créer le futur. Et c'est avec ça, en mettant des briques petit à petit, que je vais arriver à terme, peut-être, à créer un véhicule du futur ou pas. Ça se trouve, on va détourner d'usage et on va peut-être même dériver d'usage où l'usage partagé deviendra la norme plutôt qu'un usage individualisé. Je vais conclure peut-être sur ce thème-là, la différence entre choisir et décider. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a guidé jusqu'ici. Dans une façon linéaire, moi, j'ai toujours pris conscience que le choix, nécessairement, c'était quelque chose qui importait. On me dit, tu as le choix entre la colonne A ou la colonne B, laquelle tu choisis. J'ai énormément de métriques qui me permettent éventuellement de choisir la bonne option. Mais choisir, ça ne crée pas de l'incertitude. Et ça participe et ça ne contribue pas à l'incertitude. Je suis persuadé que décider, c'est cet acte, quand je vous parlais au démarrage, de est-ce que je vais mourir, j'en suis certain, mais est-ce que je vais mourir demain, j'en sais rien. Ça me permet décider, ça me permet pas de choisir ma mort, ça me permet de me dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais décider pour avoir la plus belle mort demain? Donc si vous avez le choix aujourd'hui entre une pilule rouge, par exemple, et une pilule bleue, laquelle vous choisirez? Décider ou choisir? Dans un monde incertain, je vous pose la question et je vous laisse y répondre. Voilà. Merci beaucoup.